Je te le répète, reprit Arnaud, c'est sans danger pour nous. Il sauta du lit et s'approcha de Myriam, qui déjà enfilait sa robe. Elle était pâle, et ses yeux semblaient plongés dans quelque rêve sombre. Il la prit par les épaules et déposa dans le creux de son cou un léger baiser. Il la sentit frissonner et elle se dégagea d'un mouvement un peu brusque. Qu'est-ce que tu as, chérie s'inquiéta-t-il. Tout à l'heure, dans mes bras, tu étais si ardente, si amoureuse, et brusquement. J'ai peur, trancha-t-elle. Je te comprends, chérie, l'approuva-t-il, mais je t'assure, tes craintes sont injustifiées. Tu verras, tout se passera bien. Il se mit à faire les 100 pas, comme quelqu'un qui part à la recherche de grandes réflexions. Il serait souhaitable que tu me rappelles son emploi du temps. Dès qu'il rentre chez lui, dit-il en détachant chacun de ses mots. C'est vraiment utile. Oui, il est très important de revoir une dernière fois les données de notre plan. Elle hésita un court instant, puis reprit comme pour un long monologue. Il quitte son travail à 18 heures. Dès qu'il rentre à son appartement, il se rase, se lave, puis s'assied devant son bureau. Il mange ensuite, puis à 20h30, il s'installe devant son poste de télévision et se lève vers 22 heures. Quand la speakerine annonce la fin des programmes, son emploi du temps est réglé chaque soir avec la même précision. Très bien, s'exclama-t-il. Je sais à présent le temps dont je dispose pour agir. Entre 21 heures et 22 heures, je rentre chez lui à ce moment, il regarde la télévision, j'arrive à pas feutrer derrière lui et je l'abats tout simplement d'une balle dans la tempe. Le son de la télévision couvrira le coup de feu. Ensuite, je maquille le crime en suicide. Comme elle le fixait d'un air effaré, il éleva le ton un peu malgré lui. Je sais, c'est pas drôle d'être la complice d'un criminel, mais après tout, c'est bien toi qui, la première, a eu l'idée de supprimer ton mari. Et d'ailleurs, quelle autre solution pouvions-nous admettre? Le divorce? Impossible. Ce serait perdre les avantages que ton bel époux te laisse en héritage. Et l'argent? C'est important pour vivre heureux. Nous ne pouvons tout de même pas rester cachés éternellement dans une chambre d'hôtel. Crois-moi, la solution la plus acceptable, un peu expéditive peut-être, mais la plus avantageuse pour nous, c'est la mienne. Ne m'as-tu pas dit qu'il avait actuellement de gros soucis en ce qui concernait son emploi? Oui, affirma-t-elle. L'usine dont il est directeur éprouve actuellement de grosses difficultés financières. Et comment réagir-t-il? Très mal. Il mange très peu, dort mal et par moments semble vraiment au bord de la dépression. Les lèvres d'Arnaud grimacèrent de satisfaction. Pardon. Donc nul ne s'étonnera qu'un directeur dont les affaires marchent mal mette fin à ses jours, surtout s'il écrit ses intentions avant de se tuer. Comme elle le fixait d'un air totalement ahuri, il enchaîna. Oui, chérie, tu m'as bien entendu, une lettre écrite de sa main. Elle écarquilla les yeux, puis s'écria. Mais tu déraisonnes complètement. Tu vas le prier d'écrire une lettre, justifiant son suicide avant de le tuer. Il partit d'un grand rire bruyant et moqueur. Oh, je t'en prie, ne ris pas, s'irrita la jeune femme. Ta plaisanterie est stupide. Mais il ne s'agit pas d'une plaisanterie, affirma-t-il, l'air soudain très sérieux. Je connais tout simplement un faussaire très habile qui saura très bien imiter l'écriture de ton mari. Tu sais bien une lettre de lui, quelques mots suffiront. Oui, répondit-elle d'un ton un peu absent, comme quelqu'un qui est dépassé par le dramatique de la situation. Mais je ne l'ai pas eu en ma possession, demain ça ira. Oui, de toute façon, il faut que tu m'apportes son revolver, il ne peut tout de même pas se suicider avec une autre arme que la sienne. Tu auras tout ça demain, certifia-t-elle, mais il faudra agir vite avant qu'il ne s'aperçoive de la disparition de l'arme. Il s'approcha et la prit délicatement par la taille. Il la sentit frémir sous sa caresse et un flot de désir lui monta à la tête. Tu sais que tu es belle, lui souffla-t-il près de l'oreille. Je retrouve en toi la femme de tête, courageuse, remplie de sang-froid et de résolution, la femme que j'aime. Ce flot de compliments sembla la gêner. Elle le fixa dans les yeux. Tout de même, c'est difficile de se mettre dans la peau d'une criminelle. Il se pencha sur ses lèvres et l'embrassa avec une douceur savante. Elle s'étonna de n'éprouver sous le baiser passionné de son amant aucune chaleur, peut-être parce qu'elle sentait battre au fond d'elle-même une peur sournoise, la peur de la femme qui redoute de perdre ses grandes illusions de bonheur. Elle avait 40 ans, Arnaud en avait 20, et s'il ne voyait en elle que la riche héritière, la jolie veuve dont il pourrait à loisir jouir de la fortune, elle ferma les yeux et refusa de penser davantage. Mieux valait s'en remettre au destin et continuer d'espérer en sa chance.
Arnaud arrêta sa voiture à quelques mètres de la rue des Carmes. Il enfila ses gants, vérifia que l'artère était déserte, puis descendit. Il se mit à marcher d'un pas naturel et tranquille en direction de l'immeuble qui, dans la nuit, apparaissait telle une masse fantastique percée de dizaines de paires d'yeux brillants. D'un coup d'œil, il repéra la fenêtre éclairée du troisième, il consulta sa montre, elle marquait 20h45. D'après Myriam, il devait être en train de regarder la télévision. D'ailleurs, à cette heure, tout le monde devait regarder la télévision. Il pleuvait, l'air était glacé et les gens avaient préféré la tiédeur de leur appartement à la flânerie nocturne. Une chance de plus de ne pas se faire repérer. Il passa la main sur le revolver niché dans la poche intérieure de son veston, comme pour se rassurer, un 6,35, souvenir de la guerre que le mari de Myriam gardait comme une relique. Elle le lui avait remis le matin même en lui souhaitant bonne chance. Surtout, vise à la tempe gauche, lui avait-elle recommandé. Pourquoi? C'est un gaucher. Il était confiant, avec la lettre dans son portefeuille, il était certain d'avoir pensé à tout. La lettre était rédigée en ces termes. La chance a tourné pour moi. Je ne crois plus en rien, ni en Dieu, subhanahu, ni en les hommes. J'ai le sentiment d'être devenu inutile. C'est pourquoi j'ai choisi de mourir, que ma femme me pardonne. L'écriture était presque parfaite, un faux qui était dans le vrai. Il s'engouffra dans l'immeuble, puis prit l'ascenseur jusqu'au troisième étage. Suivant les instructions de sa maîtresse, il longea ensuite un couloir jusqu'au numéro 16. Il resta un moment immobile, à écouter le silence. Il s'aperçut alors qu'il était couvert de sueur. Un instant, il éprouva un sentiment de faiblesse. Il pensa à Myriam, qui l'attendait dans l'espérance et dans l'angoisse, et il retrouva ses élans d'assassin. Il vérifia une dernière fois que personne ne pouvait le repérer, puis il tourna la clenche et poussa doucement la porte, qui s'ouvrit dans un parfait silence comme complice. Une très forte sonorisation venant du fond de la pièce monta jusqu'à lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur le haut d'un crâne chauve émergeant d'un fauteuil juste devant le poste de télévision. Ses mains ne tremblaient pas, il se sentait vraiment à l'aise dans sa peau de tueur. Il tira le revolver de sa poche, puis s'avança prudemment jusqu'au fauteuil en retenant sa respiration. Dès qu'il s'estima à une distance suffisante, il leva son arme lentement, presque avec art, puis visa la tempe gauche. Il appuya sur la détente et le canon de l'arme cracha son feu meurtrier. La tête de l'homme retomba sur sa poitrine, puis son corps glissa du fauteuil et s'effondra au sol, comme un pantin misérable et désarticulé. Soudain, il prit conscience derrière lui d'un danger imminent. Il se retourna d'un bloc et il fut pris à cet instant d'un élan de terreur qui lui fit jaillir les yeux de la tête. Il voulut hurler, mais 2 coups de feu tirés à bout portant lui tournèrent la poitrine et il s'effondra. Pour Myriam, les minutes étaient devenues des heures. Le temps n'en finissait plus à travers le carreau. Son regard scrutait la nuit qui semblait vouloir s'éterniser. L'angoisse la rendait folle. Et si Arnaud n'avait pas réussi? Il lui arrivait de douter de leur succès par moments, pourtant elle réussissait à reprendre confiance. Soudain, elle perçut un bruit de moteur qui lui sembla familier. Une voiture venait de s'arrêter au pied de l'immeuble. Elle reconnut la 204 d'Arnaud et une bouffée de joie lui monta au visage. Elle se hâta de sortir les verres et le champagne pour fêter leur nouveau bonheur. Elle en était encore à ses préparatifs lorsque la porte s'ouvrit sur un homme de haute taille, au regard volontaire. Elle éprouva à cet instant une telle terreur qu'elle eut l'impression qu'un froid de glace lui paralysait le cerveau. Elle avait l'impression d'être prise dans un piège, d'être prisonnière d'une force mystérieuse et diabolique. Était-ce une réalité ou vivait-elle un cauchemar? N'était-ce pas un fantôme? Cet homme qui se dressait devant elle, cet homme dont le sourire tranquille semblait être une injure au bon sens, son mari. Bonjour, dit-il simplement, de l'air joyeux du visiteur attendu. Elle ne répondit pas, sa gorge était serrée dans un étau d'acier. Où était Arnaud? Que faisait son mari dans la voiture de son amant? Une foule de questions l'assaillit, sans relâche, et lui abrutissait l'esprit. C'est gentil chez toi, fit-il en promenant autour de lui un regard intéressé. Elle parvint à retrouver son souffle et réussit à forcer sa voix. Tu savais que j'avais un appartement en ville? Bien sûr, et je sais même que tu avais un amant. Il s'installa confortablement dans un fauteuil et la fixa. À un moment, elle crut qu'elle allait défaillir tant l'angoisse la tenaillait. Pourquoi parles-tu de lui au passé?
Je t'expliquerai tout ça en temps voulu, répondit-il en allumant une cigarette. Elle rejeta la fumée vers le plafond avec cette assurance de l'homme qui se sent à l'aise. Il sortit une lettre de sa poche et la brandit comme un trophée. J'ai trouvé ça dans la poche de ton petit ami, et je dois reconnaître que votre truc était fort bien combiné. Une trouvaille, cette lettre, bien écrite et très bien imitée. Il avait de la classe, dommage pour lui. Petit à petit, elle retrouvait son sang-froid, et c'est presque avec défi maintenant qu'elle soutenait son regard. Où est Arnaud? Il sera toujours assez tôt pour te le dire. Pour l'instant, je t'emmène faire un tour. Cet endroit me gêne. Il s'avança vers elle avec une lenteur menaçante et le fusilla d'un regard épouvanté. Que veux-tu de moi? Sans répondre, il la saisit par le bras et l'obligea à le suivre. Elle tenta de résister, mais la force de l'homme eut raison de son accès d'héroïsme et elle se laissa emmener comme une femme vaincue, soumise au pire. Il l'entraîna jusqu'à la voiture et l'obligea à monter près de lui. Il s'installa au volant, brancha le contact et la voiture bondit dans un long gémissement de pneus. À cet instant, Myriam sombra dans une sorte d'inconscience. Tous ces événements imprévus et tragiques l'avaient assommée. Quand elle reprit ses esprits, elle éprouva un sentiment glacial, pire encore que l'effroi. Se retrouver ainsi dans la voiture de son amant, près d'un époux qu'elle haïssait, avait quelque chose de fantomatique. Le paysage dans le faisceau des phares lui apparaissait malfaisant et cauchemardesque. Ils roulèrent un long moment, en silence, perdus chacun dans le flot de leurs pensées secrètes. « Où est Arnaud » demanda-t-elle enfin, s'arrachant avec peine à son mutisme. « Il est derrière, souffla-t-il, de ce ton macabre qui étouffe tout espoir. » Instinctivement, elle tourna la tête. « Où ? Dans le coffre. »« Dans le coffre ? Tu l'as. » Elle n'osa pas achever sa phrase. « Je n'ai aucune peine à imaginer que tu aurais souhaité une autre conclusion, dit-il, d'un ton un peu sarcastique. Mais tu vois, la chance, cette fois, est de mon côté. Il aurait fallu être complètement idiot pour ne pas se douter que tu avais un amant. Tes absences répétées le soir, tes explications vaseuses, comme tout cocu qui se respecte, j'avais deviné que je vous gênais et qu'un jour ou l'autre vous déciderez à me supprimer. C'est pourquoi je me tenais sur mes gardes. Aussi, ce soir, quand j'ai vu à travers la fenêtre ton amant descendre de sa voiture, j'ai compris qu'il venait me tuer. Depuis longtemps, j'avais pris mes précautions, je m'étais confectionné un mannequin, et je dois dire que le résultat était assez positif. De dos, il me ressemblait beaucoup, à tel point que ton amant s'y est laissé prendre. Je l'attendais, caché dans un coin de la pièce. Il est inutile, je pense, de te préciser la suite. Je crois tout de même bon de t'informer qu'il n'a pas souffert. J'ai tiré droit au cœur. Myriam resta comme abasourdie. Elle avait l'impression que son cœur s'était arrêté de battre. Puis, petit à petit, elle reprit son sang-froid. « Que veux-tu de moi ?»« Nous allons nous débarrasser du corps, murmura-t-il. Je connais une mare assez profonde où ton ami sera très bien. » Elle fixa les yeux exorbités. « Tu es fou. Je te dénoncerai. » Il ricana, sûr de lui. « Ça m'étonnerait, tu participes avec moi à sa disparition. Aucun policier ne croira à ta bonne foi. Et ce n'est qu'un juste retournement des choses. Après avoir été sa complice, tu deviens la mienne. » Elle eut l'impression, à cet instant, d'être frappée de paralysie. Son corps, son esprit ne lui appartenaient plus. Elle n'avait même plus la force de remuer les lèvres. Il ne lui restait plus rien, si ce n'est la peur de la femme qui se sent prise au piège. La voiture avait réduit l'allure et roulait à présent sur un chemin obscur et caillouteux. Elle essaya sans succès de repérer les lieux. Des arbres bordaient le chemin et elle crut comprendre qu'il traversait une forêt. Elle remarqua soudain, posé sur la tablette du tableau de bord, un objet au reflet métallique. Elle avança discrètement la main et ses doigts rencontrèrent le contact dur et froid d'un pistolet. Elle reconnut le 6,35 qu'elle avait remis à son amant. Que faisait-il ici? Était-ce avec cette arme qu'Arnaud avait été tué? La découverte de cette arme lui semblait si extraordinaire qu'elle avait peine à y croire. Puis elle se dit que ça ne pouvait être qu'un oubli, qu'une négligence de la part de son mari. Et puisque le destin avait choisi de la protéger, elle se sentait prête à saisir sa chance. Elle ramena discrètement le revolver vers elle et le cacha sous ses vastes laines. Son époux semblait ne s'être aperçu de rien, trop absorbé par sa conduite. Le chemin devenait de plus en plus mauvais et une brume légère gênait la visibilité.
La voiture s'arrêta bientôt. Nous allons jeter le corps dans cette mare, lui précisa-t-il en pointant son doigt vers un endroit où luisait une large étendue d'eau. C'est très profond et nul n'aura l'idée de venir chercher le corps ici. Elle le suivit jusqu'au coffre. Il l'ouvrit et, horrifié, elle vit le corps de son amant tassé comme un vulgaire tas de chair sinistre et abandonné. Dépêchons-nous, le temps est précieux. Lentement, avec une sûreté infaillible, elle sortit son arme et la pointa sur son mari. Jean. Il se retourna d'un bloc et la surprise lui décomposa le visage. L'un de nous doit mourir et ce sera toi. Je refuse de tremper dans tes sales combines. Elle se mit à la fixer avec une telle intensité malheureuse qu'elle se sentit frémir. Myriam, laisse cette arme. Je t'en conjure, halta-t-il. Nous avons encore une chance de retrouver le bonheur. Ne la gâche pas. Elle sentit à cet instant un sentiment d'orgueil monter en elle. Elle se sentait forte. Je ne t'aime plus, reprit-elle sur un temps bref. Jamais nous ne pourrons reprendre la vie commune. Dès que je te sentirai à mes côtés, il me semble que j'aurai envie de vomir. Elle tendit sa main dans un ultime geste de protestation. Je t'en prie, ne tire pas. La peur de l'homme la dégoûtait. Un type capable de tuer de sang-froid et de calculer d'une façon aussi méthodique serait-il aussi lâche devant la mort? Elle vivait quelque chose d'effroyable qui la comblait d'une joie morbide, le sentiment de la femme qui tient enfin sa vengeance. Son doigt força la détente, le chien se rabattit dans un claquement froid et sinistre. Plusieurs fois, elle actionna le mécanisme, mais l'arme restait obstinément silencieuse, comme un objet inutile et sans vie. Elle fixa son mari dans les yeux, il était d'un calme terrible, une gravité effrayante lui décomposait le visage. Elle eut soudain peur de comprendre et elle éprouva un sentiment effroi, presque douloureux, comme quelqu'un qui prend conscience de sa défaite. Ne te fatigue pas, murmura-t-il d'une voix sourde. Ce revolver, je l'avais laissé intentionnellement avec un chargeur vide. J'espérais que tu n'aurais pas le courage de t'en servir, mais tu l'as eu, et je comprends maintenant que plus rien n'est possible entre nous. Je t'aime, Myriam. Lorsque j'ai su que tu avais un amant, j'ai énormément souffert, longtemps. J'ai espéré de reconquérir. Mais aujourd'hui, je sais que tu me méprises et que tu souhaites ma mort. Alors il vaut mieux que nous nous séparions, à tout jamais. Adieu, Myriam. Elle chercha à retrouver assez de force pour le supplier, mais il ne lui en laissa pas le temps. Il sortit de sa poche un gros revolver à barillet, celui-là même qui avait tué Arnaud, et tira par 3 fois en répétant de ce même temps douloureux « Adieu, Myriam !» Myriam se plia en deux, les bras serrés autour de son ventre, puis elle s'écroula sans un cri, le visage ravagé de douleur. Le bras du meurtrier retomba mollement le long de son corps, 2 meurtres le même jour. C'était trop pour un homme qui avait cru bâtir sa vie sur la loyauté et la sagesse. Il se sentait faible, vulnérable. Il aimait sa femme, elle l'avait trahi, il l'avait tué, la solitude l'accablait, son existence lui apparaissait vide et sans fondement. Il tira le corps d'Arnaud hors de la voiture, mais renonça à le jeter dans la mare. À quoi bon? Qu'avait-il à cacher désormais? Il n'était plus qu'un pauvre type n'ayant pour horizon qu'un destin maudit. Il s'installa au volant et reprit la route en direction de son immeuble. Il conduisait comme un automate, l'esprit absorbé par des pensées qui lui ravageaient l'esprit. Qu'avait-il fait de sa vie? Il abandonna sa voiture dans une rue déserte, puis fit à pied le reste du chemin qui le séparait de son immeuble. Il espérait que la fraîcheur de la nuit lui rendrait son bon sens, mais il arriva devant sa porte et rentra dans son appartement dans le même état d'esprit. Il ne croyait plus en rien. À quoi bon poursuivre une vie qui ne débouchait que sur la désillusion et le crime? Il ne voyait plus qu'une seule solution pour échapper à son tournement. La mort. Il sortit la lettre d'Arnaud de sa poche, la relut une nouvelle fois, estima qu'on ne pouvait faire mieux, puis il la posa sur une table. Calmement, il sortit son revolver de sa poche, le leva jusqu'à sa tempe gauche et pressa la détente.